Donc, pour avoir quelques lumières sur ces questions, nous recevons Charles Gave. Charles Gave, bonsoir. Merci beaucoup. Mais une première question tout simplement plus large. Que vous inspire le contexte politique actuel? Vous êtes un observateur de la chose, vous êtes économiste, vous êtes financier, vous êtes écrivain. Que vous inspire? Et vous n'avez pas une estime immense pour nos élites. Que vous inspire ce contexte? Alors, écoutez, il m'inspire quelque chose. Alors, je crois que c'était en 2015 ou en 2016, j'avais sorti toute une série de papiers pour mes clients. On a à peu près 1200 clients dans 65 pays, donc il y en a quelques-uns quand même, et on est élu par 23 000 personnes chaque jour, tous dans les marchés financiers, donc des gens qui ont un certain pouvoir. Et j'avais écrit, la gauche et la droite, c'est fini, il va y avoir maintenant l'opposition des hommes des arbres et des hommes des bateaux. Alors c'est quelque chose qui vient de la Polynésie française. Vous avez les hommes des arbres, ce sont ceux qui restent sous l'arbre, qui attendent que le noix de coco tombe et qui sont très contents, qui ne demandent rien à personne. Et les hommes des bateaux, ils coupent l'arbre, ils en font une pirogue et ils vont aller voir si l'île d'à côté est pas mieux. Donc c'était l'opposition entre les globalistes et les locaux, si j'ose dire. C'est un anglais après ça qui avait appelé les somewhere et les nowhere. David Goodhart. Oui, c'était que je connais, qui est très sympa d'ailleurs. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que le problème en France, c'est que cette position est très réelle, on la voit très bien. Par exemple, M. Macron est tout à fait un homme des bateaux, et Le Pen représente les hommes des arbres français. Mais en France, on a une espèce d'excroissance un peu cancéreuse, qui s'appelle l'extrême gauche, et qui continue à vouloir se battre sur les anciens thèmes. Et donc, c'est quelque chose qui arrive directement, si j'ose dire, de la commune. Vous voyez, et d'ailleurs, la commune aussi pensait que la révolte contre un pouvoir légal était légitime. Le grand drame de la France, c'est qu'on ne peut pas gouverner la France si la personne qui gouverne n'est pas légitime. La légalité, on n'en a rien à foutre. Il faut qu'il soit légitime. Et comme les seuls qui s'autorisent à dire qui est légitime et qui ne l'est pas, c'est les gens de gauche, ils vont automatiquement dire que quiconque est de droite est illégitime et donc est incapable de gouverner. Et c'est comme ça qu'on crée des guerres civiles. Alors, imaginons différents scénarios. Scénario 1, le RN l'emporte avec ses alliés dans quelques semaines. À quoi peut-on s'attendre? Je devine qu'on peut s'attendre à la rue, les éléments violents de la gauche radicale qui descendent dans la rue, mais allons au-delà de ça. À quoi vous attendez-vous dans un tel scénario? Alors, j'en ai beaucoup parlé depuis une semaine avec tous les gens qui m'ont interrogé. Et ce que je dis est la chose suivante, c'est que ne vous imaginez pas une seconde que ceux qui sont dans ce monde du gouvernement mondial, qui cherchaient un gouvernement mondial, etc., qui sont bien organisés, et ils ont un avantage énorme sur les autres, c'est qu'ils contrôlent une grosse partie des médias, ça on le sait depuis longtemps, mais ils contrôlent aussi la quasi-totalité de la finance. Et en France, on a un point extraordinairement faible, c'est l'état de notre budget et de notre dette. Donc si vous voulez faire plier la France, la plus simple, c'est simplement d'attaquer le marché obligataire français, de demander à ce que présenter les titres au remboursement, ne pas souscrire au renouvellement, et comme 50% du budget est financé par l'extérieur, si d'un seul coup, il n'y a plus d'argent qui arrive de l'extérieur, il va falloir que ce soit la population française qui paye et qui trouve les 50% qui manquent. Et c'est pas possible. Donc à ce moment-là, il faudrait que ce soit la Banque de France qui achète ces obligations, et donc qui crée du papier-monnaie en quelque sorte, qui crée de l'inflation, allez. Mais ça lui sera interdit par la BCE. Et donc, s'ils vont attaquer le marché obligataire, vent du bas, et déjà depuis que ces résultats ont eu lieu, les banques françaises, les 3 grandes banques françaises, sont en baisse de 25% en bourse. C'est-à-dire qu'on a un crack dans le marché des banques françaises. Donc n'imaginez pas une seconde que ces gens-là vont laisser la France, qui représente la civilisation alternative au monde anglo-saxon, qu'ils avaient réussi à museler, ils ne vont pas une seconde hésiter à nous attaquer de façon inouïe. Alors, ça, c'est le scénario si le RN prend le pouvoir. Il y a l'autre scénario qu'on doit prendre au sérieux, quoi qu'on en dise, c'est la possibilité que le nouveau Front populaire réussisse à s'emparer du pouvoir dans quelques semaines. Vous avez regardé leur programme économique, que vous expliquez-t-il? Regardez leur programme économique, mais alors, si par exemple la gauche l'emporte, ils n'auront pas besoin d'organiser quoi que ce soit contre le marché obligataire français. Tous les investisseurs du monde sortiront à peu près aussi rapidement que des obligations vénézuéliennes ou cubaines. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de donner des instructions, ça se fera à toute allure. Donc, ce que disait, je crois que c'était Blum, qui parlait, mon gouvernement s'est heurté au mur de l'argent, et je me tue à dire à tous ces braves gens, l'argent, c'est pas un mur,
c'est liquide, ça passe par les portes, ça passe par les fenêtres, ça passe dans les poches, ça se glisse partout et ça va se barrer partout. Ils vont immédiatement, dès qu'ils sont élus, avoir un crack. Et à ce moment-là, la question c'est, est-ce qu'ils restent dans l'euro ou pas? Ils ne pourront pas. Ou alors c'est le FMI qui prend le pouvoir. Donc il n'a pas une seconde, j'ai lu leur programme qui est un tissu d'indri, comme j'en ai rarement vu, mais on pourra en parler si vous voulez, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que pas une seconde dans le monde actuel, ce programme ne peut être mis en place. Mais pas une. Donc c'est immédiatement le crack et le clash, et la perte de souveraineté de la France. Mais ça se fera en 15 jours. Hein. Arthur de Vatrigan. Je reviens sur la partie économique, parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, dès qu'il y a une élection, il y a beaucoup de rumeurs, et puis il y a beaucoup d'alertes. Est-ce qu'il y a un risque concret que les Français voient leur épargne disparaître? Type livret A, livret d'épargne populaire. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais M. Barre, quand il avait été Premier ministre, il y avait eu une grosse sécheresse et il avait émis une obligation obligatoire. Tous les comptes devaient souscrire à partir de votre compte personnel. Donc, ils prendront votre pognon dans votre compte bancaire et ils vous donneront un bout de papier colorié en vous disant on vous remboursera dès que le paradis sera revenu sur Terre. Mais bien sûr qu'ils le feront. C'est évident. Donc là, vous dites ils le feront. Mais si le Rassemblement national arrive au pouvoir ou la gauche, ils le feront. Il faut 400 milliards à peu près par an pour financer le déficit budgétaire français, son renouvellement, son service, etc. 400 milliards. 50%, 200 milliards viennent de l'étranger. S'ils ne viennent plus, il va falloir trouver 200 milliards. Alors, vous avez évoqué, vous avez utilisé un mot important, le mot souveraineté. Est-ce qu'on peut dire que la France est à ce point endettée aujourd'hui? Elle a perdu toute souveraineté. Donc, autrement dit, la condition d'une reconquête partielle de la souveraineté, ce serait une politique de désendettement? La condition, la seule chose à faire, c'est assez simple. C'est que vous dites simplement à la Banque de France, cher ami, je vous rappelle que dans votre nom, il y a Banque de France. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez racheter tout ça et mettre du papier qu'on essaiera de geler pour que ce n'ait pas d'influence, et vous fermez le marché obligataire. Et vous dites, en attendant que je nettoie, que j'ai fait un audit de toutes les saloperies qui sont passées partout, je vais fermer le marché obligataire pendant 3 mois, je paierai les coupons, et c'est tout ce que je ferai. Parce que vous ne pouvez pas réformer l'État français s'il y a une attaque qui se passe sur le marché obligataire et on coupe 200 milliards. Donc vous coupez 200 milliards, et vous les coupez où? Vous pouvez devenir Charles Pratt, qui en coupe déjà 70 dans la fraude sociale. Vous en coupez une trentaine en supprimant toutes les hautes autorités, les grands conseils et tous ces trucs qui servent à rien. Vous savez, quand j'étais dans les affaires, je le suis encore, quand on me présentait une affaire que, par exemple, il m'arrivait de racheter, ce que je faisais, c'est que je demandais au comptable de la maison de me donner les 10 plus grosses factures de la maison dans les 12 mois précédents. Et je disais, à quoi ça sert, ça? À rien. On ne sait pas pourquoi on le paye, on le supprime. Et ça, à quoi ça sert? Et ça? Donc, vous arrivez au pouvoir en France, je suis ministre du budget, je dis, montrez-moi les 10 premières lignes de dépenses, et je peux en supprimer les 2 tiers. Je ne connais, en France, il y a un tel gâchis, il y a une telle corruption, pour essayer de voir son nom, qu'on pourrait faire retourner à l'équilibre budgétaire, simplement en arrêtant de distribuer du pognon. Celui qui a été chargé de réformer les retraites, vous savez, le grand double maître, là, je ne sais plus comment il s'appelait, il avait 14 retraites. Lui, il touchait 14 retraites. Monsieur Hollande en touche 5. On pourrait faire passer une loi en disant un homme du service public ne peut être payé que par une retraite du service public. Il ne peut pas en avoir 5. C'est inouï. Alors, des réformes sont nécessaires, vous le dites, mais revenons sur les programmes qui se présentent à nous, parce que chacun cherche à se faire une tête dans les circonstances en ce moment. Le programme de la nouvelle NUPES, du Front populaire. Mais c'est que des dépenses. Alors, mais le fait est que j'essaie de... Mettons-nous dans leur esprit un instant. Je devine que dans leur esprit, c'est un programme réaliste. Je suppose que dans leur esprit, ils ne présentent pas ces mesures-là sans raison. Alors, quel est le raisonnement qui leur permet de dire c'est un programme réalisable? Vous savez, ça s'est passé au Venezuela, ça s'est passé à Cuba. Vous êtes en train de faire 2 hypothèses qui sont absolument fausses, si je peux me permettre. La première, c'est que ces gens-là comprennent quelque chose, qui serait vaguement intelligent, et la deuxième, qu'ils cherchent le bien commun. Les 2 sont fausses. Ils cherchent simplement à avoir le pouvoir, c'est tout. Comme l'a fait Castro, comme l'avait fait le colonel imbécile au Venezuela, qui avaient 2 pays qui étaient... Chavez, 2 pays qui étaient extraordinairement prospères et qui ont été ruinés en 5 minutes, sans parler de Perón en Argentine.
Donc, faire l'hypothèse que les gens vont être... Donc pour vous, il n'y a que cynisme là-dedans. Parce que moi, Il n'y a pas de cynisme, il y a de l'incompétence inouïe. C'est les compétences économiques, les compétences comptables, les compétences politiques. Il n'y a pas un de ces gars qui a jamais tenu une baraque à frites. Ils ont tous été dans le service public. Ils n'ont jamais gagné d'argent. Ils n'ont jamais fait une fin de mois. Ce sont des doux rêveurs. Alors, je me rappelle, on vous avait reçu il y a quelques mois. Oui. Vous nous disiez un des problèmes de la France, c'est que l'essentiel des élites françaises est formé par le service public, vient de l'État d'une manière ou de l'autre. Bien sûr. Est-ce qu'on arrive au terme de ce modèle? Mais on y arrive tout à fait, parce que vous regardez la carte des élections qui m'a sidéré. Là, vous prenez la carte de France, hein, et puis tout est bleu. Bleu, ça veut dire que tout le monde a voté, dans tous les départements, et il y a un petit point rouge au milieu. C'est Paris. Donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la crétinerie totale est concentrée aujourd'hui à Paris. Tous les gens sont raisonnables partout en France, et il y a tous les imbéciles qui se sont mis à Paris. Et je trouve ça stupéfiant. Alors, une question ensuite, Arthur de Vatrigan, mais la réponse de nos amis à gauche, ça consiste à dire que les très riches ne font pas leur part. C'est-à-dire, globalement, les grandes fortunes ne sont pas suffisamment mises à contribution, et donc il faudrait les taxer davantage, plusieurs paliers d'imposition supplémentaires. Est-ce que, finalement, il n'y a pas des milliards qui dorment quelque part au sommet de la société? Alors, ce que vous dites, vous savez, la plupart de ces gens ont eu comme formation économique le journal de Mickey, où il y avait l'oncle Picsou qui nageait dans des tas d'or. Vous savez, vous avez tous dû voir ça. Ils sont persuadés que la richesse, c'est quelque chose comme un gros tas d'or qui dort et qu'eux, ils vont pouvoir le prendre et le distribuer aux autres. Mais la richesse, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, la richesse, c'est des flux. Et c'est des flux qui se baladent dans des ordinateurs de 0 à 1. Donc, si les gens qui contrôlent la richesse dans le monde décident de fermer l'ordinateur français pour qu'il n'y ait plus aucun 1 qui arrive avec des zéros, on est ruiné en 5 minutes. Donc, ils ne comprennent pas la notion de création de valeur. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je dis toujours aux gens, vous voulez arrêter le chômage. Moi, le premier. Qui crée des emplois? Il y a un être tout à fait extraordinaire qui s'appelle l'entrepreneur. C'est les seuls qui créent des emplois. Personne d'autre ne crée des emplois. Quand vous embauchez un fonctionnaire, je peux vous montrer avec des calculs statistiques savants que vous créez 3 chômeurs. Parce qu'il va falloir augmenter les impôts pour payer les 3, pour payer le truc. Donc, le seul qui crée des emplois solvables, c'est l'entrepreneur. Donc, dans un pays normal comme la Suisse, ils font tout pour aider les entrepreneurs. Nous, on fait tout pour tout leur piquer. Et pour le donner à des crétins qui vont les distribuer aux autres. Vous êtes sévère avec le terme crétin. Mais non. Regardez l'état de la France. On avait un niveau de vie très supérieur à celui de la Suisse au début du général de Gaulle. Et aujourd'hui, on a un niveau de vie qui est la moitié. Arthur de Vatrigan. On vit une séquence politique surprenante, passionnante par endroit. Mais comment analysez-vous ce choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée? Parce qu'il y a plein d'interprétations différentes. La dernière, c'est ce papier dans Le Monde qui explique qu'il a voulu lancer une grenade dégoupillée pour voir ce qu'ils allaient faire. Comment vous interpréterez, vous, ce choix politique? Vous savez, moi, il y a... J'ai un de mes amis, un associé, qui lit toute la presse de gauche, etc. Et je lui dis toujours, mais pourquoi tu lis tout ça? Et il me dit, parce que je veux savoir ce que pensent nos ennemis. Mais je lui dis, j'ai déjà du mal à savoir ce que je pense moi-même. Je ne vais pas en plus me faire embrouiller par ces corneaux. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est pourquoi voulez-vous que je me fatigue à savoir ce que pense M. Macron? M. Macron, il a fait que des conneries depuis qu'il est là. Ça fait 7 ans, la France est dans un état lamentable, on est en quasi-faillite, la moitié de la population le est dans la rue d'une façon ou d'une autre. Donc, je ne vois aucun intérêt à essayer de comprendre ce que pense ce gars-là. Aucun. Mais cela dit, il n'en demeure pas moins qu'il est président de la République. Oui. Et alors, vous plaidiez il y a un instant de la légalité compte au-delà de la... mais je respecte la présidence de la République. Il a déçu. Pour moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que c'est rendre la parole au souverain. Mais je reviens sur Emmanuel... Donc, pour moi, personnellement, pour une fois, il a fait quelque chose de bien, mais je peux me tromper. Mais je reprends la question d'Arthur de Vatrigan. Emmanuel Macron, dans les circonstances, s'est présenté depuis plusieurs années, en fait, lorsqu'il s'est présenté, comme l'homme le plus compétent et le plus qualifié pour gérer l'économie française. Peut-être, et même le pays plus largement. Il reste 3 ans à son mandat. Est-ce qu'on peut croire qu'il a voulu se redonner les moyens nécessaires pour mener sa politique? Ou pour vous, tout ça, ces questions sont secondaires? Je voudrais vous répondre de la façon suivante. Il a été qualifié parce qu'il a passé les bons diplômes. Quels ont été les 3 meilleurs ministres des Finances français de ma vie, pendant toute ma vie, qui commence à être longue? Ça a été Antoine Pinet, ça a été Monory et ça a été Bérégovoy. Ils avaient le certificat d'études. Le dernier qui était socialiste Oui, ben voilà, il était socialiste, il a fait du très bon boulot.
Et ils avaient tous les trois le certificat d'études. D'ailleurs, il n'y a pas un gars qui défile dans la rue qui pourrait le repasser aujourd'hui, le certificat d'études, parce que c'était beaucoup plus dur il y a 40 ans. Donc je veux dire, s'imaginer que pour être au pouvoir, il faut avoir fait l'inspection des finances et être sorti de l'ENA, le pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ni la capacité à passer des diplômes. Vous avez passé des diplômes, ça prouve que vous avez une mémoire de cheval et aucun caractère. Mais ça prouve rien d'autre. Quand la France s'est écroulée en 1940, celui qui était président de la République, Lebrun, était sorti premier de Polytechnique, et celui qui était le chef de l'armée, le général Gallemain, était sorti premier de Saint-Cyr. Et on a appris la plus grande branlée de notre histoire. Donc arrêtons de penser qu'un type qui a fait des études est capable de prendre des décisions. Ça n'a rien à voir. Alors, vous voyez aujourd'hui dans la rue des centaines de milliers de personnes qui manifestent contre le Rassemblement Mais ils ont le droit de national. manifester. Ah, alors, mais la question que je pose, est-ce que vous redoutez, parce que c'est une question qui revient en boucle, est-ce que vous redoutez des violences, tout simplement? Pas seulement un débat politique polarisé, mais des violences, et quelles seraient les conséquences pour la France, pour l'économie française, de telles violences? Mais je crois qu'il y a des tas de gens en dehors de France qui ont intérêt à ce qu'il y ait des violences en France. Ceux dont je parlais tout à l'heure. Et par exemple, ils pourraient essayer de nous organiser, comme ils l'ont fait avec beaucoup de talent, une espèce de printemps arabe en France. Vous croyez que ce serait commandé? Vous ne pensez pas que ce sont des dynamiques propres à la société française, ces violences? Ben moi, quand j'étais étudiant à Toulouse, il y avait des démonstrations tout le temps. C'était la fin de la guerre d'Algérie, on se mettait sur la gueule avec beaucoup d'entrain. Mais c'était pas violent. Il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de crime. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est la criminalité dans la violence, dans la démonstration. Défiler, ça ne m'a jamais gêné. Mais vérifier s'il n'y a pas un gars avec un couteau derrière moi, c'est nouveau. Et donc, c'est ça la nouveauté. Arthur de Vatrigan. Comment voyez-vous la suite? Là, on est dans un espèce de grand éclaircissement avec deux blocs importants, un bloc central qui est un peu faibli mais qui reste important. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que pour vous, cet éclaircissement annonce des bonnes choses ou au contraire vous savez, dans mon livre que vous avez eu la gentillesse de présenter ici dans cette émission, j'avais expliqué qu'on était en train d'arriver à la fin du mensonge. Il y avait eu l'Empire du Mal. Puis l'Empire du Mal avait été remplacé par l'Empire du Mensonge, mais c'était toujours le même maître. Hein, et l'Empire du Mensonge allait s'écrouler parce que tout le monde se rendait compte qu'il mentait. Tout le monde savait qu'il mente. C'est pour ça que je me hasardais à une prédiction, mais je me trompe peut-être complètement, c'est que l'extrême gauche va énormément être très déçue par son score. Parce que tout le monde sait que ces gens-là mentent. Regardez ce que fait Mélenchon aux 4 ou 5 qui avaient osé ne pas être d'accord avec lui. Il ne les présente pas. Donc, si vous voulez, tout le monde sait que ce sont des méchants. Tout le monde sait qu'ils puent la haine. C'est extraordinaire. Quand vous les voyez, ils puent la haine. Ils vous détestent. Mélenchon, il est de mauvaise humeur tout le temps. Je me demande quand ils rigolent, ces gars-là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas la nécessité, cela dit, à droite, entre guillemets, plusieurs disent qu'il faut avoir le souci du respect de son adversaire. Respectons-le. J'entends, mais de l'autre côté, lorsqu'on dit « il pue la haine », est-ce qu'il n'y a pas la tentation, quelquefois, d'exclure du périmètre de la rationalité et de l'idée que l'autre passe d'adversaire à ennemi? Mais par contre, j'avais un ami en rugby qui était deuxième ligne, qui était un... Il mesurait 2 mètres de haut, il était prêtre. Il jouait deuxième ligne. Et alors on lui disait toujours, ben alors quand tu es sur un terrain de rugby et qu'il y a un type qui te met une claque, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tends l'autre joue? Il disait, je tends l'autre joue, et s'il me remet une claque, après, le Christ, il m'a rien dit. Je règle le problème, j'ai plus d'instructions là. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que je respecterai les autres le jour où ils me respecteront. Est-ce qu'il y a pour vous une issue positive à la situation présente? Et on y arrive. Et quelle est cette issue positive? L'issue positive, c'est qu'on redonne la parole aux Français. Et que petit à petit, les Français vont reprendre le goût à la politique. Et que par exemple, moi, si j'étais dans les chaussures du Rassemblement national, en aucun cas je n'accepterais de gouverner si je n'avais pas une proposition du président de donner le référendum d'initiative populaire aux Français pour qu'ils deviennent maîtres de l'ordre du jour, que ça sorte de cette classe de surdiplômés, ce que Nassim Taleb appelle « educated yet idiots », et que sortent des EY pour redevenir la politique. En Suisse, le paysan contrôle le politique. Il nous reste le temps d'une question, il nous reste 1 minute. Finalement, la constante dans vos analyses politiques, c'est cette idée qu'il faut sortir le pouvoir des mains de la présente élite et le remettre au peuple sans savoir quel sera le résultat par ailleurs. C'est au peuple de se démerder. Mais le peuple, si vous voulez, le problème dans la politique, c'est que dans le monde dans lequel on est, pour avoir un impact, il faut être aux extrêmes, c'est ce que dit encore une fois Nassim Taleb,
Et donc, l'élection se fait toujours, et le pays est géré ensuite par des extrêmes, dans la courbe de Gauss, là, de la population. Quand c'est la majorité de la population qui prend les décisions, on est au milieu. On est toujours dans la rationalité. Les seuls qui ne sont pas dans la rationalité, c'est les gars aux extrêmes. Et dans la démocratie représentative, surreprésente les extrêmes par rapport au milieu.